Bienvenue à toutes et à tous. Aujourd'hui, on plonge dans l'analyse de la distribution d'une variable quantitative. L'idée, c'est de voir si un jeu de données suit une distribution qu'on appelle normale. C'est assez crucial avant de choisir les bons tests statistiques, non ? On va utiliser un exemple qui vient des documents fournis, traités avec Jamovi. Exactement. Bonjour. On va décortiquer ensemble les stats descriptives importantes et surtout, on va apprendre à lire les tests de normalité, le fameux test de Shapiro-Wilk par exemple. On va prendre le cas concret de la variable 1 des documents, savoir si c'est normal ou pas, c'est un peu la base, quoi, les fondations de l'analyse. Ok, alors, avec Jamovi, comment on fait concrètement ? Les sources disent analyse, exploration, descriptive, et pour notre variable 1, on a 144 observations, et là, ce qui est frappant, c'est la moyenne à 71,36, la médiane à 70,84 et le mode à 71,00. C'est hyper proche tout ça. Ça suggère une certaine symétrie, j'imagine. Tout à fait. C'est même un excellent premier indice quand ces trois valeurs, moyenne, médiane, mode, sont si proches, ça pointe fort vers une distribution, disons, bien équilibrée. Symétrique, avec un pic central. Unimodalité, on appelle ça. Et l'écart type 8.646, il nous dit quoi ? Il nous dit que les données, elles s'éparpillent pas dans tous les sens autour de cette moyenne. C'est modéré. D'accord. Et il y a aussi des mesures de forme dans les résultats. L'asymétrie, skewness, à 0.251 et l'aplatissement, kurtosis, à moins 0.09623. C'est proche de 0, mais qu'est-ce que ça veut dire simplement pour la forme de notre courbe ? Bonne question. La symétrie, le skewness, même s'il est faible ici, ce 0.251 positif, ça veut dire que la courbe, elle traîne un tout petit peu plus sur la droite, vers les valeurs plus élevées, une légère pente quoi. Et le kurtosis négatif, moins 0.09623, imaginez le sommet de la courbe, il serait un peu moins pointu, un peu plus aplati, comme une colline, que la courbe normale parfaite. Mais comme ces valeurs sont vraiment petites, proches de 0, ça confirme notre impression, ça va dans le sens de la quasi-normalité, ça contredit pas fortement l'idée. Ah oui, je vois. Mais attention, il y a un truc qui m'a fait tiquer dans les documents. C'est l'alerte sur la multimodalité. Il donne un exemple où le mode a une petite étoile, un astérisque, pour dire qu'il y a plusieurs modes. Pourquoi c'est si important ça ? Ah oui, ça c'est hyper important. La théorie de la loi normale, la courbe de Gauss idéale, elle a un seul pic, un seul mode. Si nos données nous en montrent plusieurs, même si l'allure générale ressemble un peu, c'est un gros warning. Ça suggère souvent qu'on a mélangé des populations différentes dans notre échantillon. Imaginez mesurer la taille dans une cour d'école avec des petits et des grands ados. 2 pics assurés. Donc cette multimodalité, elle nous dit « attention, danger ». Ce n'est pas vraiment une distribution normale unique. Et là, il faudra sûrement se tourner vers des tests non paramétriques. Ces tests sont plus costauds face à ce genre de situation. Parfois, identifier ces sous-groupes, c'est même ça la vraie découverte. D'accord, message reçu. C'est un point de vigilance essentiel. Mais revenons à notre variable 1. Elle semblait bien partie, elle. Comment le test statistique formel, lui, il tranche ? Le test de Shapiro-Wilk donne une valeur W de 0,9928 et une p-value de 0,6839. Qu'est-ce qu'on fait de ça ? Alors, le test de Shapiro-Wilk, il pose une question simple. Est-ce que nos données pourraient venir d'une population où la variable suit une loi normale ? L'hypothèse de départ, qu'on appelle H0, c'est « oui, les données sont issues d'une distribution normale ». La p-value, ce 0,6839, c'est la probabilité d'observer nos données ou des données encore plus bizarres si H0 était vrai. Ici, 0,6839, c'est très grand, bien au-dessus du seuil qu'on fixe souvent à 0,05. Donc on n'a pas assez de preuves pour dire que H0 est fausse. On ne rejette pas H0. On considère que les données peuvent être vues comme normales. Et la valeur W proche de 1, elle renforce cette idée. Plus W est proche de 1, mieux ça colle à la normalité. Compris. Les sources mentionnent aussi un autre test, Kolmogorov-Smirnov. Juste un mot, quand est-ce qu'on choisirait plutôt l'un ou l'autre ? Oui, rapidement. Shapiro-Wilk est souvent considéré comme plus puissant, donc meilleur, pour tester spécifiquement la normalité. Surtout pour des échantillons de taille, disons, raisonnable, moins de 2000 observations par exemple.
Kolmogorov-Smirnov, lui, il est plus généraliste. Il peut tester l'ajustement à d'autres lois que la loi normale, comme une loi uniforme ou exponentielle. Et il est parfois préféré pour de très très grands échantillons. Ok, non, pour résumer un peu la démarche, on regarde d'abord les chiffres clés, moyenne, médiane, mode. On vérifie qu'il n'y a pas plusieurs pics évidents et ensuite on utilise un test formel comme Shapiro-Wilk pour avoir une sorte de verdict statistique sur cette normalité. C'est ça ? C'est exactement ça, c'est la bonne approche. Et c'est vraiment une étape fondamentale. Si on se trompe ici, si on utilise un test fait pour des données normales alors qu'elles ne le sont pas, toute l'analyse qui suit risque d'être faussée. Les conclusions pourraient être invalides. C'est pas juste cocher une case, quoi. Bien noté. Et pour nous laisser matière à réfléchir, les documents terminent sur une question intéressante. Maintenant qu'on a fait cet exercice pour la variable 1, que pourrait-on dire de la distribution des autres variables présentes dans ce même fichier de données ? Ça nous invite en fait à appliquer cette même démarche et à voir si la normalité est fréquente dans ce jeu de données, ou si c'était juste un cas particulier. Une bonne façon de continuer l'exploration.